Banque nationale, Auré Capital, Capital Sherbrooke Street, Industrielle Alliance Valeurs Mobilières et Renaissance Capital. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour l'exposer et que nous procéderons ensuite à une période d'échange. Et je comprends que nous avons aussi une présentation qui va accompagner votre exposé. Je vous invite à tout d'abord vous présenter. Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, membres de la Commission. C'est un réel plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui et j'aimerais me permettre de présenter mes collègues à la table. À mon extrême droite est Marc Audet, qui est président, chef de la direction d'Auré Capital, membre du groupe Raymond Chabot Grant Thornton, et j'ai Jean-Pierre Lessard, qui est associé fondateur d'Avisio Conseil, et ainsi que moi-même, Louis Leblanc, premier vice-président de la financière Banque nationale. Ce qu'on aimerait faire, en considération du temps qui nous a imparti, c'est inviter tout de suite Jean-Pierre à faire une présentation sur les impacts financiers du programme Investisseurs immigrants, qui a été, je le rappelle, financé par 5 institutions financières, qui représentent approximativement un petit peu plus de 50 de toute l'activité dans le dossier Investisseurs immigrants. Donc, il y a Auré Capital, il y a Industrielle Alliance Valeurs Mobilières, il y a Renaissance Capital, il y a Sherbrooke Street Capital, ainsi que nous, la financière Banque nationale. Alors, à la suite de la présentation de Jean-Pierre, naturellement, ça sera un grand plaisir de répondre à vos questions. Jean-Pierre. Mon tour de vous saluer, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés. L'objectif de la présentation, c'est vraiment de faire une base de faits sur la contribution économique du programme des immigrants investisseurs. Vous allez m'accuser d'être un mauvais scénariste, mais je commence avec la conclusion. Nos travaux ont montré que le programme représente un support manifeste pour les PME en région et à dominante manufacturière. On parle de retombées économiques de 1,5 milliard de dollars. On souligne également que ça représente des revenus significatifs pour le gouvernement. Donc, on a fait entre février et mai dernier une étude exhaustive et indépendante des impacts économiques du programme. On s'est intéressé aux 10 dernières années, donc de 2009 à 2018. Bien sûr, on s'est concentré sur les retombées économiques, les revenus des gouvernements et les effets structurants. Ce n'est pas une analyse bénéfice-coût, ce n'est pas une analyse de programme, on ne regarde pas l'efficacité et l'efficience, mais c'est certainement un élément important d'une analyse bénéfice-coût. Donc, on ne pourrait pas lui reprocher à cette étude-là ce qu'elle prétend ne pas être. Si je prends un 30 secondes, même pas, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, dans le fond, le programme des immigrants investisseurs prévoit que l'immigrant va prêter 1,2 million de dollars sans intérêt pendant 5 ans à Investissement Québec. Et Investissement Québec va faire fructifier cet argent-là. Alors, essentiellement, si on a 1,2 million de dollars, on va parler de 165 000 dollars en intérêt qui s'en va comme argent neuf au gouvernement. Donc, c'est cet impact-là qui nous intéresse. Ensuite, il y a une redistribution entre différents acteurs du programme, comme vous voyez là, mais la part du lion, ça va dans les entreprises et c'est vraiment ces aspects-là qui vont nous intéresser pour l'impact économique. Donc, on parle de 17 000 prêts qui ont été faits à Investissement Québec dans les 10 dernières années. Ces prêts-là, qu'est-ce qu'ils ont permis d'avoir en rendement? On parle de 1 milliard de dollars sur 10 ans. Donc, c'est de l'argent neuf. Il n'y a pas d'autre façon de le présenter. C'est 100 millions par année d'argent à la disposition, dans le fond, du Québec. De cet argent-là, on parle de 477 millions qui sont allés aux entreprises directement. Je sais que ça intéresse plusieurs parmi vous. On va parler de 85 des montants qui sont allés en région, donc hors Montréal, et 80 dans le secteur manufacturier. Ici, on va convenir que c'est un biais de sélection parce que c'est une des dispositions du programme. Donc, il répond aux cibles qu'il avait. Il cible vraiment les entreprises manufacturières en majorité. Quand on parle de PME, bien, vous voyez qu'on a 70 des entreprises qui ont moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Alors, on ne parle pas de multinationales à coût de milliards de dollars. Ce sont vraiment de petites entreprises. Vous voyez la répartition ici. On a même le quart des entreprises qui ont moins de 5 millions de chiffre d'affaires. Donc, ce sont vraiment des PME. Qu'est-ce que ça a donné comme support aux entreprises? On parle de 3 750 projets d'investissement sur 10 ans, donc presque 400 par année, ce qui est fort intéressant. Les effets des investissements au total sur 10 ans, 8 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas à négliger. Il y a une sagesse aussi dans ces contributions-là. En moyenne, on parle d'un peu moins de 6 %. Donc, la subvention qui est accordée dans l'ensemble du projet, c'est 6 %. En termes absolus, en termes monétaires, c'est 130 000 $. Alors, on voit encore, ce n'est pas
des milliards qu'on prête là, ou qu'on va donner en subvention, c'est 130 000 sur des projets moyens de 2,1 millions de dollars en termes d'investissement. Donc, on comprend que ça peut être important d'avoir cette subvention-là de 130 000 si on est une entreprise qui a 8 millions, 10 millions de chiffre d'affaires et qu'on a un projet d'investissement de 2 millions. Donc, ça peut être un déclencheur important pour passer en action sur le projet d'investissement. Pour calculer les retombées économiques, on avait 3 grandes composantes. Les contributions aux entreprises, là, essentiellement notre 477 millions de dollars. Sans le programme, bien, on n'aurait pas cette injection d'argent-là. Je vais y revenir tantôt. On parle des activités de fonctionnement supplémentaires et aussi les dépenses des intermédiaires financiers qui, dans l'ensemble des contributions, des dépenses qu'on a calculées, représentent 18 je passe rapidement, mais c'est un élément important de l'étude. On a fait une enquête auprès de 200 entreprises qui ont bénéficié du programme. Okay? On en était vraiment contents. On les a questionnés à savoir, ça va durer combien de temps, votre remboursement, puis qu'est-ce que ça a permis comme activité supplémentaire. Donc, on a attribué au programme cette composante-là d'activité supplémentaire, mais on l'a plafonné dans la durée, à la durée de remboursement du projet. Également, bien, on n'était pas, on appelait ça dans les études d'impact économique de centrer les dépenses. Bien, on a demandé, est-ce que vous auriez fait le projet s'il n'y avait pas eu de programme? Puis bien humblement, bien, les entreprises ont dit à 60 on l'aurait fait quand même. Mais il reste que 40 qu'ils ne l'auraient pas fait. Donc, on a gardé ce 40 %-là des dépenses supplémentaires, on l'a attribué aux retombées économiques. Qu'est-ce que ça donne? Donc, 1,5 milliard de retombées économiques. Vous voyez presque un peu moins du 2/3 en direct. Donc, c'est dans les PME. Et les autres, c'est l'écosystème de fournisseurs qui aussi en bénéficient. On parle 88 des effets directs sont en région. 17 000 emplois sur 10 ans de programme qui sont supportés par le programme et des salaires moyens de 50 000 $. Je vous rappelle, ce sont des PME, principalement dans le secteur privé. Donc, des salaires à 30 $ de l'heure, c'est pas rien. Les revenus des gouvernements, maintenant, on a calculé que sur la période de 10 ans, on parle de 300 millions de dollars, donc un peu moins de 31 millions de dollars. Vous voyez une portion qui vient de l'impôt sur le revenu des travailleurs, dont on a parlé tout à l'heure. Une autre portion de 34 millions et 47 millions qui vont respectivement au ministère de l'Immigration et de l'Emploi Québec, issus de la redistribution prévue au programme. Je vais revenir sur l'excédent ici, qu'on voit de 112 millions pour le ministère de l'Immigration et 240 millions qu'on a mis à part d'Investissement Québec parce qu'on ne pense pas que c'est quelque chose qui va être récurrent nécessairement. Mais comment il s'explique? C'est que quand une subvention est autorisée, bien, ça prend 4 ans avant qu'elle soit déboursée. Et sur cette période de temps-là, Investissement Québec va faire aussi fructifier l'argent. Donc, elle a eu une bonne performance dans les 10 dernières années là, de la période de notre analyse. Ça l'a monté à 276 millions, donc sur notre période, 240 millions au total. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'en 2018, Investissement Québec s'est versé de 200 millions en dividendes sur des revenus nets dégagés d'à peu près 265 millions. La mécanique des excédents du ministère est intéressante. C'est que quand un immigrant investisseur soumet sa candidature, il doit défrayer 15 000 $. Les coûts à peu près moyens calculés de traitement pour le ministère, c'est 4 000 $. Donc, pour chaque traitement, il y a 11 000 $ en excédent qui s'en va au ministère. Or, ce ne sont pas tous les projets, les candidatures qui sont acceptées. On a un taux d'acceptation de 60 %. Et sur l'ensemble de la période, on a calculé 112 millions d'excédents. Mais avant de faire une moyenne annuelle, on voit que dans les dernières années, on est plus entre 15 et 20 millions de dollars qui s'en vont comme revenus au ministère. Alors, en conclusion, Madame la Présidente, on a souligné dans notre rapport 4 grandes catégories d'effets qu'on dit un peu plus structurants. Quand on parle d'effets de levier, bien, ça augmente la probabilité de réalisation des projets d'investissement. Ça réduit les contraintes d'accès au crédit de PME, c'est une réalité. Il y a plusieurs études qui ont documenté cet aspect-là. En région, il y a vraiment une cohérence avec les stratégies de développement régional du gouvernement, notamment avec la démarche Accord. Ça contribue à une base manufacturière. Puis il y a plusieurs effets bénéfiques qui suivent ça, notamment en recherche et développement, en innovation et même en stabilité économique pour ces régions-là. Et on voudrait en conclusion là, souligner le caractère redistributif du programme, en sens qu'on demande à des immigrants mieux nantis qui indirectement vont financer des programmes pour des immigrants qui le sont moins. Merci de votre attention. Merci à vous. Ça conclut votre exposé et on débute la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour un bloc d'échange pour le Parti formant le gouvernement de 15 minutes 45.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur Leblanc, Monsieur Audet, Monsieur Lessard, bonjour. Merci d'être à l'Assemblée nationale pour la présentation de votre mémoire. Je pense que vous avez assisté hier aux présentations d'autres groupes qui sont des intermédiaires financiers. Je voulais savoir, là, dès le départ, comment ça se déroule le recrutement des candidats comme immigrants investisseurs à l'étranger, là, pour les 5 firmes que vous représentez qui font des dossiers d'immigrants investisseurs? Comment est-ce qu'on les recrute de l'étranger? Il faut comprendre qu'on est en premier dans une compétition internationale. Okay? Donc, on n'est pas la seule juridiction à offrir ce programme-là. Il y en a une 40aine à travers le monde. Donc, il faut se démarquer. Donc, en premier, on est des ambassadeurs du Canada. Après ça, on est des ambassadeurs du Québec. C'est qu'est-ce qu'on fait comme travail. Donc, notre rôle, c'est d'aller convaincre les gens que la meilleure place à s'établir, éventuellement, c'est le Canada et le Québec. Donc, ceci étant dit, après ça, c'est tous les attributs qui vont avec le programme par lui-même. Donc, l'effet qu'on peut, au niveau de l'option de financement, les délais en tant que tel. Donc, le démarchage se fait on a développé au cours des 30 dernières années un réseau à travers le monde, chez nous, dans plus de 100 pays, en tant que tel, des gens qui nous aident, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps, même si nous, on fait partie d'un groupe international qui est Grant Thornton, on a un réseau dans 135 pays, donc on utilise ce réseau-là notamment pour aller chercher la clientèle. Donc chacun des recruteurs, des intermédiaires financiers ont développé un réseau comme ça, qui font du démarchage avec nous et qui nous aident à nous approvisionner en dossiers, et nous, on fait tout le filtrage par la suite des dossiers qui sont demandés selon les règles du métier. Et donc, à l'étranger, est-ce que vous faites de l'achat de dossiers? Dans le fond, là, comment ça fonctionne? Vous faites affaire avec des consultants là-bas qui, eux, ciblent déjà des gens qui pourraient vouloir investir, qui voudraient être sélectionnés dans le cadre d'immigrants investisseurs, puis là, il y a de l'achat de dossiers là-bas? C'est pas vraiment de l'achat de dossiers. À la Banque nationale, on a des mandataires avec lesquels on travaille, qui sont soit des consultants en immigration à l'étranger, des avocats on donne des mandats, qui sont partenaires d'affaires pour nous au niveau local. Puis on va assurer sur le revenu qu'on génère, on va leur verser une partie de notre revenu en termes de démarchage qu'ils vont faire pour nous à l'étranger. Alors, Marc et moi, tout le monde, on voyage sur une base régulière, près de 5 mois par année, mais c'est ce réseau de démarcheurs avec lesquels on travaille qui vont identifier les clients comme tels et qui vont nous référer pour le dossier investisseur immigrant. Okay. Revenons aux revenus. Dans vos pratiques, là, avec vos contingents que vous avez, là, il y en a combien en pourcentage à peu près qui investissent véritablement le 1,2 million, là, que l'immigrant investisseur décaisse vers investissement le 1,2 million? Est-ce qu'ils vont davantage vers les facilités bancaires ou ils investissent le 1,2 million? Je dirais que la grande majorité des clients vont aller vers le financement qu'on offre à l'investisseur comme tel, sauf que, naturellement, l'option initiale, c'est 1,2 million d'investissement. Il y a peut-être, je dirais, à peine 5 % des clients qui vont aller sur l'option de 1,2 million. L'autre vont choisir l'option de financement. Ce qu'on doit comprendre, par exemple, parce que je sais que la question est venue hier, le commentaire que j'aime tout le temps faire, c'est un petit peu comme dans le domaine immobilier. Je sais pas parce que les gens doivent acheter une maison au comptant que ça a une valeur économique comme telle, au niveau comme s'ils prennent une hypothèque. Alors, dans le dossier investisseur, c'est vrai que la grande majorité des gens d'affaires, c'est des gens qui sont très riches en termes d'actifs, mais souvent que l'actif est immobilisé auprès de différentes entreprises qu'ils ont. Alors, ils vont vouloir choisir l'option de financement que les institutions financières vont offrir. Et le confort qu'on a, nous, institutions financières, d'offrir des financements, c'est à cause de la qualité de la dette qu'on souscrit. C'est un billet d'investissement au Québec qui est souscrit. Et de par la qualité de la dette, on s'arroge la dette de l'investisseur et on fait un prêt à l'immigrant à raison de son placement. Et hier, on nous a dit que le coût associé à ça était d'environ entre 300 et 350 000 $ pour l'immigrant investisseur. Est-ce que c'est exact? Oui, pour le nouveau programme. On parle de 1,2 million. C'est 1,2 million, comme on a mentionné hier, à 800 000, c'est environ 200 000 $ de coût de l'option de financement qu'on offre à l'investisseur. OK. Donc, l'immigrant investisseur, lui, toute sa démarche lui coûte environ 350 000 $. Et puis, l'intermédiaire financier, par le biais d'un prêteur, va faire le placement d'1,2 million à Investissement Québec. Ça, en fait, le client, ce qu'on dit, il y a 2 choix. Le client peut dire, il pourrait dire, moi, je mets 1,2 million, j'ai aucun rendement d'intérêt pendant 5 ans, donc tu vas avoir un coût de capital sur 5 ans, dépose 1,2, récupère 1,2 au bout de 5 ans, ou choisit l'option de financement immédiat. Et la grande majorité, on l'offre aux investisseurs, tous les clients. Et pourquoi ils choisissent?
parce que les gens préfèrent savoir quel est leur coût immédiat et de ne pas immobiliser le capital. Parce que la règle d'or à l'international, c'est le capital de l'investisseur. Le gars va dire, écoute, moi, mettre 1,2 million sans rendement pendant 5 ans pour récupérer mon 1,2, je préfère mettre 350 000, que la banque me finance le reste, et donc la contribution financière qui se fait chez Investissement Québec est de 1,2 million. OK. Dans la présentation tout à l'heure de M. Lessard, vous disiez c'est de l'argent neuf. C'est un flux monétaire qui est généré, mais 95% des gens vont prendre l'option de se financer avec des institutions financières. Quand vous dites c'est de l'argent neuf, dans le fond, ça crée une disponibilité d'argent. Il y a des banques qui achètent, en fait, qui fournissent à Investissement Québec 1,2 million, qui par la suite achètent des obligations. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est plus un flux monétaire que de l'argent neuf qui provient de l'étranger? En fait, c'est l'effet de richesse. S'ils n'avaient pas cet argent-là, le capital, bien, on n'aurait pas la possibilité de faire des rendements dessus. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est vraiment de l'argent qui est nouveau dans l'économie. Il n'y a pas d'autre façon vraiment de le présenter. S'il n'était pas là, s'il n'y avait pas ce capital-là, peu importe la façon qu'ils vont articuler le financement, là, mais on n'aurait pas la capacité d'avoir ces nouveaux rendements-là. OK, mais ce que je veux dire, l'argent ne provient pas de l'étranger. C'est de l'argent qui est au Québec qui est placé chez Investissement Québec. Exact, mais si c'était quand même une garantie qui vient de l'étranger, donc il y a une source qui vient vraiment de l'extérieur. Si c'était pas là, on n'aurait pas 100 millions de rendement pour les 10 dernières années du programme. Si vous me permettez, je vais peut-être enchérir là-dessus. Le 350 000, plus ou moins qu'on parle aujourd'hui, oui, ils viennent de l'étranger en tant que tel. L'autre portion est financée techniquement par les institutions du Québec. Comme Louis mentionnait, on transfère le 1,2 million. Mais de l'autre côté, ces gens-là pourraient financer de l'étranger. Donc, les gens qui ont une propriété qui valent 3 millions, ils pourraient aller à la Bank of China et prendre un prêt de 1,2 million et nous envoyer le 1,2. Nous, on a développé comme industrie cette facilité-là, compte tenu des billets, la garantie qu'on avait à donner. Donc, techniquement, ces gens ont la flexibilité quand même d'emprunter dans leur pays sur leurs propres actifs. Je peux me permettre juste en complément aussi. Prends l'exemple de la Banque nationale. Prends votre argument, bien, c'est pas de l'argent neuf comme tel. On prête au niveau de Montréal. Si jamais on disait, bien, écoute, il n'y a plus de prêt qui se fait comme tel, on doit aller full cash. Je parle encore une fois de la qualité de la dette. Bien, je ferais moi-même au bureau de Londres ou le bureau de Hong Kong faire un prêt à l'investisseur parce qu'encore une fois, on souscrit en rapport à la qualité de la dette. La qualité de la dette québécoise est telle que toute institution financière, le HSBC, Standard Charter, Barclays serait prêt à faire des prêts. Et là, ce qu'on ferait, c'est on verrait l'écosystème de financement à l'international plutôt de faire bénéficier les firmes montréalaises de ce financement-là. Au niveau des subventions, dans le fond, l'argent est placé, il y a des revenus d'intérêt annuellement et ces intérêts-là sont donnés sous forme de subventions non remboursables aux différentes entreprises. Les intermédiaires financiers sur les revenus, depuis la dernière entente, tirent 22 % des revenus d'intérêt sur ces placements-là. Donc, dans la séquence, l'intermédiaire financier fait un revenu sur le 350 000 $, paye les courtiers à l'international ou les consultants, les avocats avec qui il a fait affaire, et également se retrouve avec une cote sur le 1,2 million en termes de revenus au niveau du 22 %. Et hier, les gens nous disaient également, nous, on a un levier pour décider quelles entreprises bénéficieront de la subvention. Donc, les intermédiaires financiers décident quels dossiers vont bénéficier de la subvention. Je voudrais juste avoir votre vision par rapport à ça. En quoi les intermédiaires financiers doivent décider quels dossiers doivent être priorisés pour obtenir une subvention d'un programme de subvention d'Investissement Québec? En fait, l'intérêt principal de la banque de participer au dossier investisseurs immigrants, c'est justement d'avoir accès à la subvention. Si on nous disait, nous, vous ne faites plus les subventions comme telles, vous participez seulement en fonction de financement, on s'interrogerait sur la pertinence de notre participation dans le dossier investisseurs immigrants. Si je remonte, j'ai commencé, moi, à la création du programme en 1986. On est des banquiers. Le rôle important pour nous, c'est au niveau de l'investissement. Alors, ce qu'on veut faire, le plus important, c'est de pouvoir servir nos clients corporatifs en termes de subventions. Et la façon dont on travaille à la banque, c'est via le service aux entreprises.
Moi, j'ai ma ligne d'affaires qui est Montréal International. C'est pas moi qui décide des subventions comme telles. Nous, on verse l'argent au service aux entreprises et c'est le service aux entreprises qui va donner des subventions dans les différentes régions du Québec, dépendant des relations qu'ils ont avec les clients corporatifs, puis les différentes approches qui sont faites par les clients comme tels. Ça signifie que pour les intermédiaires financiers, là, qui sont des institutions financières, ça donne un avantage comparatif sur la concurrence sur une autre banque qui ne participe pas. Parce qu'exemple, à la nationale, bien, puisque vous participez au programme, vous avez accès à ce financement-là. Donc, quand vient le temps que quelqu'un veut emprunter chez vous, il arrive avec son dossier d'affaires, il va voir la nationale, il va voir, supposons, la banque Simon-Jolin Barrette. Puis moi, je ne suis pas un intermédiaire financier, je n'ai pas accès à ce financement-là. C'est attrayant pour le client qui va faire affaire chez vous parce qu'il va avoir une partie de subvention qui va être non remboursable. Absolument. Je trouve tout à fait normal que la Banque nationale, qui est la plus importante banque canadienne, siège social effectif à Montréal, qu'elle ait un avantage comparatif, effectivement, dans un programme québécois. Je trouve ça tout à fait en symbiose. Alors, qu'on compétitionne la Banque Royale ou la Banque de Montréal, qui n'a pas de réseau que nous avons au Québec, c'est d'encourager une institution québécoise. Et pour moi, je suis tout à fait en accord avec ça. Si vous me permettez également, si demain matin, je ne sais pas, Investissement Québec prenait ce rôle-là directement, on reviendrait peut-être dans la même case de départ parce que, comme Louis vient de mentionner, le portefeuille commercial de prêts au Québec, National à sa portion, Desjardins à sa portion et tout ça. Donc, les projets qui vont être soumettre, les banquiers, ça va être National, ça va être Desjardins, BMO en tant que tel, et la distribution va se refaire en tant que tel, qui serait peut-être même plus avantageux pour certaines institutions que d'autres. Donc, il faut garder ça en considération aussi. Mais ce que vous nous dites, bien, écoutez, pour nous, parce qu'on a notre siège effectif à Montréal, c'est avantageux parce que ça amène des retombées pour une banque qui a son siège à Montréal. Mais dans le programme des immigrants investisseurs, il y a des institutions financières qui ne sont pas basées avec leur siège social à Montréal ou, comment je pourrais dire, que les décisions sont principalement prises à partir du siège dans une autre province canadienne et qui font partie du programme immigrants investisseurs. L'an dernier, le Midi a mis un nouveau critère d'avoir de siège au Québec qu'on salue. Donc, je pense que c'est une première démarche dans le bon sens en tant que tel. C'est un programme québécois et je pense que vous voulez avoir les acteurs québécois autour de la table. Donc, je pense... Mais ce que je veux dire au niveau du financement, le financement peut être fait par une institution financière qui a sa principale place d'affaires dans le reste du Canada. Oui, pourrait, oui. OK. Au niveau des revenus d'intérêt de 22 expliquez-moi pourquoi les intermédiaires financiers doivent avoir accès à des revenus aussi importants sur les 1,2 million qui sont placés. Chez nous, notre équipe, chez Auré Capital, on est 25 personnes. On a une équipe avec des gens de 12 nationalités en tant que tel. On a des bureaux partout. On travaille avec, on a développé un réseau d'agents. Comme Louis mentionnait, ces agents-là, il faut les chouchouter parce qu'ils sont sollicités par d'autres programmes, que ce soit le Portugal, que ce soit les États-Unis, que ce soit Malte, les Antigua, il y en a 40. Et donc, il faut s'assurer de préserver la relation. Donc, il y a des coûts de développement d'affaires avec ces gens-là. Par la suite, toute l'infrastructure de l'équipe, comme on a chez nous en tant que telle, c'est pas nécessairement des salaires à 20 000 $ par année. On a des jurys comptables, on a des chefs de conformité, on a un chef de finances. Il faut pas oublier qu'on est réglementé par l'OCRCVM, qui est le plus gros régulateur au Canada. On est 150 firmes au Canada qui sont réglementées. On doit soumettre nos états financiers à chaque mois. En tant que tel. Donc, on a des coûts élevés. On est sans compter que tous les coûts d'épée dans l'eau qu'on donne, parce que les dossiers qu'on va chercher à l'étranger, on les prend pas tous. Je vous donne un exemple. Actuellement, on est en train de déposer des dossiers. On regarde au moins 3 dossiers avant d'en prendre un. Donc, il faut faire le travail. Puis celui qu'on prend, comme Jean-Pierre a mentionné, il y a 6 ou 7 chances sur 10 d'être accepté. Puis je suis pas payé quand c'est pas accepté. Donc, notre coût est élevé en tant que tel par dossier accepté. Ce que je comprends de votre structure financière, c'est que à l'entrée, là, dans votre relation avec l'immigrant investisseur, c'est que le 300 000, 350 000, il est peut-être plus bas, mais vous reprenez sur les revenus d'intérêt rattachés au placement parce que vous savez que s'il est accepté, vous allez avoir des revenus de placement de l'ordre de 22 %.
Les sont importants pour nous. Comme Marc a mentionné, on compétitionne vraiment à l'échelle internationale. On va être compétitif. Et si je vous dis, moi, depuis 33 ans dans le business, ce qui a vraiment changé, ce qui s'est amplifié, c'est la compétition internationale. En 86, la seule compétition qui existait à peu près, c'était l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, tu as environ 35 pays, que ce soit en Europe, que ce soit au niveau des Caraïbes, qui offrent des produits d'immigration. Et de là, je argumenterais la valeur encore plus importante des partenaires financiers d'expérience dans la quête de bons clients. Il reste une vingtaine de secondes, Monsieur le ministre. Oui, bien, je vous remercie pour votre présentation. Merci. Merci. Ça termine le bloc d'échange avec le parti formel du gouvernement. Maintenant, on passe à la position officielle. Monsieur le député Denis Ligan, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur, pour votre présence et la qualité de la présentation. Ma première question, parce qu'on l'a eu hier aussi, j'aimerais bien comprendre l'impact réel du programme Immigrants Investisseurs sur les PME. Hier, lors d'un échange, on voulait savoir concrètement c'est quoi l'impact sur l'économie régionale. PME, manufacturier dans une région X au Québec. Si vous avez un cas mais concret mais non nominatif. Vraiment, là on parle dans le fictif un programme, mais avez-vous un exemple? Bon, on a souligné tantôt qu'il y a l'aspect des subventions qui vont à 85 % dans les régions hors Montréal. On a 88 % des effets directs qui sont aussi dans les régions hors Montréal. Donc, la structure du programme fait en sorte, surtout les secteurs qui sont visés, notamment le secteur manufacturier, bien, les activités sont souvent en région. Il y a, par exemple, si on prenait la Montérégie, cette région-là va avoir essentiellement sa part économique en termes de contribution. Si on en prenait une autre comme la Gaspésie, elle va avoir 2 fois son poids économique en termes de contribution économique. Alors, ça illustre vraiment la puissance, si on veut, des effets dans les régions. Dans notre rapport, on fait état de deux projets. Là. Il y a vraiment des entrepreneurs qui ont décidé à visée levée d'exposer leur projet. On en avait un dans la région de Saguenay, Lac-Saint-Jean, et on avait un autre qui était plus dans le secteur manufacturier. Et les impacts sont très importants parce qu'ils disent, probablement que mon projet d'investissement aurait été retardé si j'avais pas eu les sommes d'argent. Si je peux résumer, l'impact il est réel sur plusieurs régions, surtout le manufacturier. Tout à fait. Excellent. Tout à fait. Deuxième question, c'est par rapport à l'inventaire. On sait que la catégorie migrants investisseurs, on parle de plus ou moins 18 000. On attend de la résidence permanente et des objectifs proposés par le gouvernement à l'effet d'accueillir annuellement de 3 300 à 4 300 personnes. Si on vous pose la question, vous proposez quoi pour tempérer la situation? Ça serait quoi votre solution ou votre proposition? Effectivement, je dirais, c'est une décision quand même un peu difficile au niveau global parce qu'il y a 3 éléments à regarder au niveau du ministère. Tu as le volet recrutement, tu as le volet sélection, tu as le volet admission. Donc, c'est là un peu avec la géométrie que le ministère doit jauger. Actuellement, comme vous dites, il y a 5 000 dossiers en attente en admission. Il y a plus ou moins 2 500 dossiers en attente de sélection. Et là, on va avoir une décision parce qu'il va y avoir un moratoire sur le programme à la fin du mois. Et donc, le gouvernement va avoir une décision à prendre. Est-ce qu'on recrute de nouveaux immigrants investisseurs pour en remettre sur l'inventaire pour le bénéfice de nos entreprises? C'est sûr que, comme Louis a mentionné aussi plus tôt, si on décide de mettre un moratoire plus long, ça peut avoir des impacts par la suite pour essayer de revendre le programme en tant que tel, parce que les gens vont nous avoir oubliés en tant que tel. On est en compétition contre d'autres pays. Donc, il faut s'assurer d'avoir un recrutement sur une base continue. Mais pour essayer d'accélérer, c'est sûr qu'actuellement, je pense que la question à très haut niveau, là, à 3000 pieds d'altitude, le problème, c'est justement le total d'admission que le gouvernement actuel regarde. Le problème part de là en tant que tel, parce que tout découle par la suite dans les sous-catégories en tant que tel. Le niveau est trop bas pour les admissions soulignées, pour les impacts économiques en tant que tel. Vous avez soulevé un point important parce qu'on l'avait pendant l'été. Le ministère a mis un moratoire par rapport au PEC. Là, la situation que nous avons devant nous, l'inventaire au Québec de 2500, au fédéral à peu près 5000. Si je vous dis aujourd'hui, le ministère et le ministre vont faire un moratoire, ça serait quoi les impacts? On s'en va dans le mur? On donne juste les impacts actuellement, là, juste la décision de cette année de moins traiter de dossiers versus l'impact économique. L'an dernier,
Investissement Québec a accordé 94 millions de dollars aux PME du Québec en 2018. Cette année, on s'enligne pour moins de 50 millions, compte tenu qu'on a décidé de faire de moins de sélection. Donc, ce 40 millions d'écart-là, c'est moins d'argent, peu importe si c'est le programme actuellement d'aide aux entreprises, de support à primes, ou d'aider tout autre programme, parce qu'on peut moderniser le programme aussi. Actuellement, un programme de subvention, comment il est fait. On a vu les présentateurs avant, au niveau de la restauration, qui cherchaient des crédits d'impôt ou autre. Peut-être avec nos immigrants investisseurs aussi, on pourrait peut-être profiter de leur argent pour aider au recrutement international ou autre. Il faut être imaginatif. On a une chance d'aller chercher, comme Jean-Pierre mentionnait, 100 millions récurrents par année. Donc, je pense qu'il va falloir livrer le service, parce que ces gens qui sont en attente d'admission ont déjà payé leurs frais, ont déjà contribué à l'économie du Québec. On ne peut pas les faire attendre aussi longtemps que ça. Même question que j'ai posée aux restaurateurs où vous faites référence. Est-ce que déjà vous avez eu des discussions avec le Medi par rapport à ce ralentissement et l'impact que ça cause sur l'économie québécoise? Est-ce qu'on vous a déjà invité ou consulté du moment que vous êtes parmi les fermes les plus importantes au Québec? Je vous dirais, le ministère a mis en place un comité conseil au niveau de la catégorie des gens d'affaires en place. C'est sûr qu'on a eu un changement de gouvernement là, à l'automne. Donc, on a eu un premier comité sous le nouveau gouvernement il y a plus ou moins 2 mois. Le but étant justement d'améliorer, notamment le premier comité était sur les francophones. Comment attirer davantage de francophones en tant que tel au niveau de la clientèle gens d'affaires. C'est sûr qu'à notre niveau, on n'est pas impliqué au niveau de la main-d'œuvre en tant que telle, temporaire. C'est parce qu'on est au niveau de la résidence permanente. Mais c'est sûr qu'entre nous, on a des idées pour améliorer le programme. Ma question, c'est que si vous avez des idées sur la table, moi aujourd'hui, notre rôle, c'est comment on peut bénéficier de ce que vous avez, votre expertise. Hier, un des intervenants a dit que même les États-Unis veulent copier le modèle québécois. Moi, j'irai à la place du ministère, j'irai lancer un comité, profiter de votre expertise. Du moment qu'il y a des besoins criants, notamment, on l'a entendu tout à l'heure au niveau des restaurateurs, et à votre place, je lance l'invitation au ministère et à Monsieur le ministre de probablement évaluer la possibilité de vous écouter au-delà de la commission parce que vous pouvez ramener des solutions à notre économie québécoise. Je sais que ma collègue a d'autres questions. Je vais, si ça ne vous dérange pas, Monsieur le Président, lui céder la parole. Merci beaucoup, Monsieur le député Denis Ligan. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, la parole est à vous. Monsieur le Président, combien de minutes? Il vous reste 3 minutes 34. Merci. Écoutez, je voudrais simplement que vous nous expliquiez, j'aimerais comprendre, messieurs, la différence entre la sélection et l'admission de ces investisseurs étrangers. Elle est vraiment importante. C'est à l'entrée versus la sortie. C'est-à-dire que c'est aux 2 niveaux, c'est le gouvernement du Québec qui intime sur la sélection. La sélection, c'est combien d'individus nous allons sélectionner en début de piste comme tel. Et ensuite, l'admission, c'est Québec qui intime le fédéral en disant quels sont les degrés d'admission qu'on aimerait avoir en termes d'émissions de vision canadien. Alors, c'est vraiment l'entrée et la sortie. Et si on regarde au fil des dernières années, il y a une dichotomie entre le nombre de candidats sélectionnés et le nombre de candidats admis qui fait en sorte qu'il y a des délais qui sont rendus. Pour rejoindre ce que Marc disait tantôt, je pense que le but de notre présence ici, on est des gens qui ont énormément d'expérience au sein d'investisseurs immigrants. C'était premièrement d'asseoir, parce qu'il y a beaucoup de candidatons, beaucoup de rumeurs quant au dossier investisseurs immigrants. C'est important pour nous, comme institution, d'asseoir, je pense, le mérite du dossier investisseur immigrant. Une fois qu'on convient du mérite du problème comme tel, ensuite, regardons les problèmes que nous avons, nous, en termes de démarchage. Et le problème numéro 1, je dis tant qu'en immigration, il y a 3 grands problèmes de base. Les délais, premièrement. Deuxièmement, les délais. Et troisièmement, les délais. C'est essentiel. Et là, on est dans un univers compétitif à l'échelle internationale et on se retrouve dans des situations où des gens ont fait des placements, mais ils attendent 3, 4, 5 ans pour pouvoir avoir le visa fédéral pour rentrer au Canada. Et ça devient très, très difficile au niveau compétitif sur la scène internationale. Et pendant ce temps-là, bon, il faut comprendre qu'en attente comme ça, ils ont déjà payé leurs frais. Donc, le Québec en profite malgré tout, malgré l'attente de ces gens-là. Il y a quand même les retombées. Non seulement les frais, mais les retombées économiques. C'est-à-dire quand les clients sont acceptés lors de l'émission du CSQ, c'est à ce moment-là qu'on demande de faire le placement comme tel. Donc, c'est là que tous nous profitons, la société québécoise, le gouvernement, les institutions financières, mais le plus important, les PME québécoises, les placements se font à ce moment-là et le client est en attente. Et peut-être vous avez compris hier un petit peu la situation qui devient très difficile, c'est qu'il y a des situations par lesquelles les clients vont jusqu'au terme de leur placement de 5 ans et au terme du 5 ans, qui n'ont pas encore reçu le visa d'entrée au Canada. Donc, les gens ont fait une contribution complète à ce qu'on avait demandé sans avoir le résultat.
qui est le visa canadien. Encore là, c'est une erreur parce que souvent, on pense, ah oui, mais ces immigrants investisseurs-là, ils ont un fast track. Mais en fait, ils n'ont pas de fast track du tout, là, qui attendent. Mais au contraire, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, en fait, sur l'échelle internationale, c'est sans doute les dossiers québécois dans un contexte d'immigration économique de gens fortunés où les délais sont les plus longs à l'heure actuelle. Je ne suis pas une experte là-dedans du tout, mais je vous écoute, puis j'ai écouté les groupes hier. Si je comprends bien, là, si il y avait un moratoire là-dessus, il y aurait... ce serait une grave erreur de mettre un moratoire là-dessus. Il y a trop de retombées pour le Québec. Le marché a horreur du vide. Alors, ce qui se produit, il y a tellement de compétition actuellement sur l'arène internationale. Si le Québec se retirait, ne serait-ce que pour quelques mois, ça aurait un impact en termes de régénérer de l'intérêt. Ce qu'on recommande toujours, c'est une stabilité en termes de pouvoir vendre le produit sur la scène internationale. Exactement. C'est la crédibilité, la cote du Québec, j'imagine, qui est mise en cause. Là. Si on suspend tout ça, c'est tout à recommencer après. Je pense que collectivement, on doit vraiment réfléchir. On a un problème de base qui est celui des délais à l'heure actuelle, l'absence d'arrimage entre la sélection et l'admission. Il faut vraiment qu'on adresse cette situation-là. Mais aussi, ce qu'on demande, c'est d'être très prudent de faire un arrêt substantiel aux investisseurs immigrants sur la scène internationale. Sans faire de moratoire. Ça termine le bloc d'échange. Maintenant, je cède la parole au député de Laurier-Dorion pour son bloc d'échange d'une durée de 2 minutes 30. Bonjour, monsieur. Très rapidement, une question de compréhension. Est-ce que les volumes d'admission sont corrélés avec les seuils d'immigration du Québec? Si on regarde le Québec actuellement, si on regarde les cibles proposées pour 2020-2022, on parle de plus ou moins, je pense, de 13% du poids au niveau des gens d'affaires sur la totalité au niveau des admissions. On parle d'une 40 000 versus 3 à 4, 5. Donc, dans les gens d'affaires, on a les immigrants entrepreneurs, les immigrants investisseurs. Donc, si on regarde aussi la progression, au lieu d'augmenter, elle descend. Donc, si on regarde l'estimé de 2022, on tombe sous la barre des 13% en tant que tel, sur le poids juste du Québec. Si on voit, je pense, les gens de l'ABC l'ont souligné avant, le problème de base, c'est l'ensemble du poids du Québec démographique versus l'immigration, qui a un décalage trop important, qui a un genre de collapse sur tout le reste par la suite. Je reviens avec une question. Puisque le programme est si rentable, si utile économiquement, il y a une forte compétition internationale, etc. Quelles sont les raisons, d'après vous, j'aimerais vous entendre, les raisons qui ont poussé le gouvernement fédéral à abandonner ce programme-là? Je pense que c'est l'exemple classique d'une gestion du secteur privé versus une section du secteur public. Au fédéral, les institutions financières n'avaient aucun rôle quant au placement des fonds. Et ce qui s'est produit au niveau fédéral, c'est qu'il y a des sommes importantes qui ont été ramassées par les institutions financières, déposées au fédéral, mais ces fonds-là n'ont jamais été placés auprès de PME. Le gouvernement, passez-moi la question, s'assoyait sur l'argent. L'Ontario, particulièrement, a reçu plus d'1 milliard de dollars. Puisqu'il y avait une garantie obligatoire à l'échéance de 5 ans, les fonds étaient versés au fonds consolidé de la province et n'ont jamais été donnés en subvention ou à différentes PME en Ontario. Donc, Jason Kenney, à cet égard-là, passez-moi à une question qui disait « Where's the beef? » Mais quel est l'avantage du dossier fédéral? Et je vous disais qu'à cet égard-là, il avait raison, parce que c'était très difficile de démontrer la pertinence économique en termes de retombées de placement pour les PME, parce qu'ils n'avaient pas. Alors qu'au Québec, c'est l'inverse. 100 sous dans les dollars octroyés sont donnés aux PME. Très bien. Il reste 15 secondes. Merci. Prochain bloc d'échange avec la députée de Gaspé pour 2 minutes 30. Merci. Bonjour à tous. On sait que la réforme de l'immigration du gouvernement actuel, c'est vraiment dans le but de mieux arrimer les besoins, les nouveaux arrivants avec les besoins de main-d'œuvre et surtout de régler la question d'intégration et de rétention qui est problématique en ce moment au Québec. Donc, vous dites d'ailleurs dans votre document qu'à l'orientation 2, l'objectif de 65 % de personnes admises dans la catégorie d'immigration économique, vous en faites partie. Les immigrants investisseurs en fait partie de cette catégorie-là. Alors, je voulais vous entendre. Vous êtes prêts à ce qu'on priorise en fonction de différents facteurs, par exemple les compétences linguistiques, la connaissance du français. Pour vous, qu'est-ce qui est fait présentement pour attirer ces gens-là qui ont déjà une connaissance en français et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux les sélectionner? Je dirais, dans le premier point, je pense qu'un des slogans de la CAQ, c'est d'en prendre moins, mais d'en prendre soin. Les immigrants investisseurs, on n'a pas besoin d'en prendre nécessairement soin.
versus face à l'intégration en tant que telle. C'est du monde d'une qualité internationale qui voyage. Monsieur le ministre mentionnait hier, oui, que les gens sont principalement dans la région de Montréal, comme la majorité des immigrants quand ils arrivent au Québec. 70%, je pense, de l'immigration passe par Montréal. Ces gens-là vont être prêts. Il faut, dans ces gens-là, les immigrants investisseurs, je pense, il faut ouvrir un peu nos œillères, de regarder d'une autre façon. Il faut regarder la deuxième génération. C'est là qu'il faut travailler. Ces gens-là, c'est les enfants qui vont rapatrier le tout. Vous allez dans le quartier chinois à Montréal, vous mangez, vous pensez, puis vous regardez, c'est un Chinois qui parle à la québécoise. C'est la réalité. Vous allez dans nos écoles maintenant. Avant, on voyait une ethnie dans le gymnase. Là, il y en a 5 par classe. Donc, c'est la réalité. Ils sont là, ces gens-là. Mais je pense que c'est pour ça qu'on pense qu'on privilégie d'accélérer le traitement au niveau des investisseurs parce qu'ils sont capables de faire leur propre intégration en bonne partie. Donc, est-ce qu'on augmenterait les seuils pour cette catégorie-là ou au détriment d'autres catégories? Pour vous, c'est... Je voudrais pas dire au détriment, je voudrais qu'on augmente, puis dans l'ensemble. Donc, le total, quand que le gouvernement regardera, je pense qu'il faut considérer que cette catégorie-là, en tant que telle, est dans un monde particulier en tant que tel et considérer les impacts économiques qu'ils peuvent faire sur toutes les autres catégories par la suite pour les biens. Et vous dites, en conclusion, oui, vous dites que, je vais essayer de faire ça vite, combien de temps? 0. Bon, d'accord. Monsieur Audet, Monsieur Lessard, Monsieur Leblanc, merci pour votre contribution aux travaux de la commission. J'ajourne les travaux jusqu'à 14 heures.